Dans cette vidéo, on va parler immobilier parce que peu d'entre vous le savent éventuellement, j'ai aussi pas mal d'immobilier et bon, j'ai mon mot à dire là-dessus. Surtout, j'ai mon mot à dire sur, on va dire, la mentalité et l'approche que l'on doit avoir puisque sur internet, hein, vous allez trouver évidemment, tout et son contraire. Pourquoi? Parce que c'est comme en bourse, on mélange un petit peu les horizons de placement, on mélange les profils, on mélange beaucoup de choses qui font que pour certaines personnes, acheter sa résidence principale, c'est une bonne idée et pour d'autres, ça ne l'est pas et il vaut mieux prendre du crédit pour faire de l'investissement locatif et tout ça, ça dépend de ce qu'on recherche et ce que je vais vous proposer dans cette vidéo, globalement, c'est que je vais, vous expliquer pourquoi l'immobilier, a autant monté, ces dernières décennies, pourquoi que ce on a 2 générations maintenant qui sont lobotomisées et qui vous disent que l'immobilier, c'est sûr et ça ne peut que monter et pourquoi il faut faire attention à ça dans les années à venir et globalement, en gros, comment voir l'immobilier dans la gestion de votre patrimoine global et essayer de bien comprendre, si vous voulez, que tout n'est que cycle et que donc avant qu'un cycle se retourne, il faut savoir en gros où on va. Donc on va regarder un certain nombre de charts et je vous demanderai ensuite dans les commentaires de participer et de vous dire qu'est-ce que ça a nourri comme réflexion chez vous. Donc le but ici c'est de vous dire moi ce que j'en pense, mais voilà, il y a pas de vérité globale là-dessus. Chacun peut voir midi à sa porte en fonction de son propre profil. Et avant de rentrer donc dans certains charts et de les commenter ensemble, je veux juste rappeler la règle principale, si vous voulez, c'est de bien comprendre que dans tout investissement, je pars du principe qu'il y a il y a une mentalité de dire j'investis pour sécuriser mon patrimoine, mon capital, ou j'investis parce que je veux aller chercher de la rentabilité et je veux augmenter à plus ou moins brève échéance, à plus ou moins gros rendement, mon capital. Et pour cela, je vais utiliser le levier du crédit, je vais prendre un certain nombre de risques et donc je vais accepter également qu'en face d'un rendement élevé, il y a également un risque élevé. Parce que ce qu'il faut bien vous dire et rappeler, c'est que dès qu'on va vous proposer un rendement qui est supérieur à l'OAT, euh, c'est qu'il y a aussi un risque à prendre en compte. Donc en gros, dans tout ce qu'on va vous proposer, il y a beaucoup de personnes qui vont toujours vous expliquer on peut obtenir des rentabilités de 10%. Moi, je n'ai absolument pas honte de dire que sur mes biens immobiliers, je dois avoir une rentabilité nette hein, à 2,5-3% grand max. Pourquoi? Parce que c'est pas ce que je recherche. Je ne recherche pas la rentabilité de mes biens. Je cherche avant tout, avec mon immobilier, à sécuriser mon capital, mon patrimoine. C'est-à-dire à avoir le moins de volatilité possible, peu importe le comportement du marché immobilier à l'avenir, dans la fluctuation de mes biens. Ce pas des biens que je compte revendre, c'est des biens qui sont pour la plupart des coups de cœur, qui peuvent être rentabilisés par de la location, que ce soit saisonnier ou que ce soit long terme. Mais le but, voilà, c'est essentiellement, surtout, au-delà de faire de la plus-value sur le bien ou sur la rentabilité d'un locataire, c'est surtout de conserver le capital, d'avoir donc quelque chose, que ça vaudra toujours quelque chose, peu importe éventuellement les décisions qui peuvent être prises. Donc on va rentrer, et pour moi, dans le détail de cela, c'est bien de comprendre que donc quand j'achète des biens, j'achète avant tout la sécurisation de capital. C'est-à-dire que je ne cherche pas nécessairement à faire une bonne affaire. Contrairement à quelqu'un qui va devoir et qui va vouloir, on va dire, profiter de l'immobilier, profiter de l'effet levier de l'immobilier, parce que ça reste aujourd'hui le seul placement. Vous ne pouvez pas prendre le levier du crédit pour faire de la bourse. Ça n'existe pas. Personne ne va vous prêter pour ça. Euh, donc à partir de ce moment-là, si vous voulez, l'immobilier reste aujourd'hui toujours un vecteur pour essayer d'aller chercher un surplus de capital et faire croître son capital. Et pour cela, vous êtes obligé de mettre la main à la pâte, de passer beaucoup de temps, d'éventuellement réduire donc vos coûts, de pouvoir négocier, d'aller faire les enchères, etc., pour pouvoir acheter au prix le plus bas possible, pour faire de la retape au prix le plus bas possible, pour essayer derrière de revendre profiter de la résidence principale pour faire du flip ou autre. Bref, d'utiliser un certain nombre de techniques qui vont vous permettre de faire croître votre capital parce que vous êtes dans une volonté voilà, de prise de risque, de levier pour essayer de faire croître votre capital. De la même manière qu'en bourse, certaines personnes vont acheter
des valeurs défensives, des valeurs qui versent des dividendes parce qu'avant tout, ils veulent sécuriser le patrimoine et donc vont aller chercher des valeurs un petit peu plus spéculatives, le prochain Google, parce que le but évidemment, c'est de faire plus croître le capital et le patrimoine. Donc, chacun va voir midi à sa porte si vous voulez. Et pour l'immobilier, c'est exactement la même chose. Des personnes qui vont vous annoncer des rentabilités de leur location à 8 ou 10%, c'est parce que les locataires sont de mauvaise qualité, parce qu'ils n'ont pas les moyens, parce que si on a des rentabilités de location à 8-10%, ça veut dire que ces gens-là, alors que les taux sont à 4% aujourd'hui, pour pouvoir prendre un crédit pour acheter, ça veut dire que ces gens-là ne sont pas suffisamment financièrement sains, on va dire, pour pouvoir prendre un crédit. Sinon, ils prendraient un crédit. Donc en gros, vous êtes obligé de sortir des grandes villes, vous êtes obligé de sortir des meilleures localisations pour pouvoir acheter vos biens les moins chers possibles, les retaper à pas cher, et puis derrière, éventuellement faire des cages à poules pour celles et ceux dont l'éthique n'a aucune problématique, mais essayer d'aller maximiser la rentabilité vis-à-vis de la location. Forcément, vous avez du turnover, des locataires qui sont de moins bonne qualité et éventuellement un risque sur le prix du bien, in fine, si jamais ça passe de mode, si jamais le politique change la loi et ce genre de choses-là. Donc, bien comprendre, voilà, que forcément, de là où on se trouve, de ce que l'on cherche à faire entre sécurisation du patrimoine ou aller chercher de la rentabilité, évidemment, on ne va pas comprendre les mêmes choses. Donc, dans ce que je vais dire, le discours que je vais dire, évidemment, suivant où on se trouve dans ses objectifs, dans ce qu'on veut faire, on va avoir un avis qui va être divergent. Mais bien comprendre, du coup, et c'est pour ça que l'introduction est aussi longue, que c'est ça qui fait la base aujourd'hui d'une bonne compréhension du marché immobilier. Ok, et arrêter les débats qui sont stériles, de bien comprendre que voilà, il y a des profils qui sont là pour la sécurisation et il y a des profils qui sont là pour la maximisation du patrimoine. Et donc forcément, ça va être divergent. On va regarder maintenant un certain nombre de stats. Je vais pas vous gonfler avec le texte, on va juste regarder ça. Juste comprendre, si vous voulez, que le prix immobilier, c'est une relation d'offre et demande. L'immobilier reste un passif, contrairement à ce que la plupart des gens pensent, c'est-à-dire que vous devez l'entretenir. Si vous ne dépensez pas pour l'entretenir, eh bien forcément, la valorisation va baisser avec le temps, même s'il est bien situé, etc. Donc forcément, c'est ce qui va pousser certaines personnes qui veulent maximiser le gain sur le patrimoine, de faire des flips ou de ne pas conserver les biens très longtemps, et donc de faire tourner assez rapidement. Donc, ce qui est compréhensible, si vous voulez, c'est que aussi, on a eu donc une hausse de la demande, et on va le voir de par la hausse des populations, de par le baby boom, etc. Mais pas que, on va le voir plus loin, et le fait qu'on ne construit pas assez. Alors là, c'est les stats qui sont américaines, mais on peut avoir ça également en Europe, c'est exactement la même chose. On ne construit pas assez. Donc, finalement, on pousse nous-mêmes la déficience d'offres par rapport à la demande, et donc l'augmentation in fine des prix. Donc ça, c'est un premier point. Au niveau des États-Unis également, ils partent du principe qu'il va falloir entre 3 et 4 ans aujourd'hui pour que, entre les taux et la baisse des prix immobiliers, on retrouve un indice, si vous voulez, où l'immobilier redevient abordable. Aujourd'hui, clairement, il n'est pas abordable et à la question à laquelle il faut répondre pour dire est-ce qu'il vaut mieux louer qu'acheter, on est aujourd'hui dans des conditions où il vaut finalement mieux être locataire que acheteur. Et encore une fois, ce discours-là, évidemment, il y a certaines personnes dans les commentaires qui vont dire non, c'est pas vrai. Ça dépend. Vous avez toujours un marché immobilier dans l'immobilier. Et comme je vous ai dit dans l'intro de 5 minutes, ça dépend ce que vous recherchez en fait. Ça va être, chacun va répondre à ça. Mais aujourd'hui, si on regarde les données par rapport aux données passées, c'est plus un marché global, encore une fois, parce que si on est précis, vous avez toujours des spécificités par rapport à des villes, par rapport à des quartiers, ce genre de choses-là. Mais in fine, on rentre plus dans un mode où il vaut mieux être locataire, patienter, que être propriétaire. Encore une fois, certaines personnes diront que il vaut mieux être propriétaire parce que au moins je jette pas l'argent par les fenêtres, etc. Tout ça, ça va s'entendre. Il y a plein de discours, mais je ne veux pas rentrer là-dedans. On continue dans les stats. Moi, ce qui m'intéresse, si vous voulez, c'est un petit peu la lobotomisation dans le fait que l'immobilier, c'est sûr. Donc, quand on regarde le prix immobilier, ce que l'on voit, c'est
depuis 1950, vous voyez, les prix immobiliers n'ont fait que monter. Mis à part la crise des subprimes, et encore, ça a été plus impactant aux US ou en Espagne, etc., qu'en France, parce qu'en France, il ne faut pas oublier qu'on a surtout fait énormément de taux fixes. Donc on n'a pas nécessairement la même volatilité dans les prix immobiliers, mais grâce, on va dire, aux taux fixes. Mais quand on regarde sur les prix américains, la crise des subprimes, finalement, c'est pouillemesque par rapport à la hausse exponentielle qui s'est surtout mise en place à partir des années 90-2000. Je passe également toutes les raisons qui sont liées certes à la démographie, mais également aux incentives, donc on va dire aux politiques, aux différentes lois qui ont poussé vers l'investissement. Et puis à la bulle également des années 99-2000, des bulles actions qui ont refroidi beaucoup d'investisseurs qui, dans le cycle d'après, se sont mis à investir dans l'immobilier plutôt que dans les actions. Donc toujours est-il que ce que l'on voit, c'est que oui, l'immobilier a été un très bon placement sur les dernières années. Je ne prends pas en compte l'inflation ici, hein, dans cette charte-là, mais il faut prendre aussi en compte évidemment l'inflation. Regardez si on découpe en 4 décennies, donc les années 90, les années 2000, les années 2010 et les années 2020, c'est à peu près globalement la même chose, et je dirais même que sur les 2 dernières décennies, ça explose encore plus. On voit 2020 ici, et puis les années 2000, juste avant les subprimes. Mais globalement, ce que vous regardez, c'est des progressions in fine. Donc même quand vous avez des baisses, sur les 40 dernières années, on a lobotomisé, si vous voulez, de la même manière qu'on lobotomise actuellement les actionnaires, hein. Mais en gros, chaque baisse était une opportunité pour acheter, puisque depuis 40 ans, ça ne fait que monter. Donc l'immobilier, c'est sûr, c'est un placement sûr, c'est un actif, ce n'est pas un passif, et on s'en sortira toujours, même si on achète mal, au plus haut, on arrivera toujours à s'en sortir. Toute ressemblance avec un autre sujet est totalement fortuite. On recule un petit peu. Ok, donc ce que je vous ai montré dans le graphe des prix immobiliers, c'est 1950-2024. Ok, donc ça, c'est en gros ce qu'on a vécu et ce que nos parents ont vécu. Et ce qui fait que le discours, c'est l'immobilier, c'est sûr, ça ne fait que monter. Et si on remonte à nos grands-parents et à nos arrière-grands-parents, de 1870 à 1950, l'immobilier n'a rien fait. Vous voyez, c'est un petit peu volatile, etc. Ça permet de protéger contre l'inflation. Et encore, là, c'est un graphe américain. Et les Américains, mis à part les guerres civiles, etc., n'ont pas connu de guerre sur leur sol. Mais si on regarde des graphiques plus européens avec des guerres sur votre sol, les prix immobiliers, hein, la guerre, ça n'aime pas trop. Donc, ce qui se valide, si vous voulez, c'est qu'en gros, avant le cycle qu'on a connu et que nos parents ont connu, l'immobilier n'allait nulle part. Ça fluctuait un petit peu, mais globalement, ça n'allait nulle part. Et en plus, il y avait pas mal de guerres à l'époque, et forcément, ça cassait un petit peu le mythe. Ce qu'il faut se rappeler, donc, c'est qu'on a aussi, au-delà d'avoir vécu une démographie exceptionnelle post-Seconde Guerre mondiale, d'avoir vécu le politique qui pousse l'investissement dans l'immobilier également, quelque chose aussi d'exceptionnel, d'avoir vécu une période de croissance, de progrès technologique également exceptionnelle, également pas de guerre. Ça, historiquement aussi, c'est quelque chose d'exceptionnel qu'il faut prendre en considération, c'est qu'on n'a pas eu de guerre sur nos sols occidentaux depuis 80 ans. Donc, si on recule encore plus et on va jusqu'au XVIIe siècle, vous voyez bien qu'en effet, vous avez des fluctuations. L'immobilier peut faire jusqu'à x2, mais globalement, si vous prenez sur 400 ans, l'immobilier n'a globalement pas fait grand-chose. Ça a protégé contre l'inflation, mais c'est surtout donc depuis 1950 que vous avez un essor. Et cet essor-là, en fait, c'est comme quand un avion, on vous dit qu'un avion de ligne, si vous voulez, ne peut pas se crasher s'il y a un seul truc qui merde. Il faut qu'il y ait une succession et une combinaison de plusieurs facteurs pour que l'avion aille au tapis. Là, c'est exactement la même chose pour l'immobilier. Vous n'avez pas besoin d'un seul facteur. La démographie, c'est bien, mais c'est un petit peu juste pour expliquer. Vous avez besoin de tout un tas de différents facteurs pour créer le boom. La démographie n'est pas suffisante. Sinon, il suffirait de regarder les pays émergents sur lesquels vous avez une population énorme et croissante pour se dire que les prix immobiliers vont forcément monter. C'est pas forcément vrai. Il y a d'autres éléments qui font que les prix immobiliers en fait ne sont jamais montés, même si la démographie était très forte. Donc on continue. On continue. Ce qui moi m'intéresse également maintenant, c'est de se dire, ok, c'est quoi un prix immobilier? Le prix immobilier, c'est le prix du terrain
c'est plus le prix de la construction, c'est-à-dire le prix de la main-d'œuvre plus le prix des matières premières, et c'est tout. Donc en gros, ce qu'il faut se dire, c'est que le socle de prix de biens immobiliers, c'est ce que coûte le terrain plus la main-d'œuvre aujourd'hui. Donc si la main-d'œuvre, il y a eu de l'inflation, etc., il y a de l'inflation sur les terrains, si en effet tout ça, ça coûte plus cher aujourd'hui qu'il y a 10 ans et qu'il y a 20 ans, ben vous avez une progression des prix de l'immobilier en effet, parce que ça coûte plus cher aujourd'hui de reconstruire le même bien que celui que vous avez construit il y a 20 ans, à l'identique. Donc vous avez forcément une amélioration. Mais ce prix de gain, cette hausse de prix, c'est uniquement de l'inflation. Tout le reste, qui est donc tout le surplus du prix immobilier au-dessus de ce que ça vous coûterait de produire le même bien sur le même terrain aujourd'hui, c'est de la spéculation. C'est de la spéculation par rapport aux matériaux que vous avez choisis, à l'effet coup de cœur éventuel, à la localisation, au quartier, à la ville, bref, mais c'est de la spéculation. Ce qui fait aujourd'hui que votre bien est super bien situé, etc. Dans 20 ans, peut-être que c'est plus le cas. Peut-être que le super quartier, c'est plus le même quartier dans 20 ans. Et ainsi de suite. Donc c'est des cycles, c'est des tendances, et ça change. Par contre, ce qui fait un autre socle donc sur les prix immobiliers, c'est le fait de bien comprendre que ce qui apporte de la volatilité sur les prix, évidemment, ben, c'est quand beaucoup de personnes investissent dans l'immobilier à crédit, et qu'il y a une récession ou une crise qui font qu'ils doivent déleverager et donc ils doivent soit vendre le bien, soit trouver d'autres moyens de financement. Et c'est ça qui va pousser évidemment les prix immobiliers par le bas parce que vous allez vous retrouver avec un surplus d'offres et un surplus de vendeurs à un moment donné avec une faible demande. Et donc on va dire que le crédit va finalement augmenter la volatilité dans la hausse et dans la baisse des prix immobiliers. Mais en France, on fait essentiellement donc, et surtout du taux fixe, donc ça réduit la volatilité sur les prix. Ce qui fait donc in fine l'importance, c'est que depuis la crise des subprimes, aux États-Unis, on a de plus en plus de foyers qui prennent du taux fixe, et donc ça réduit également la volatilité de ces prix-là. Et on se retrouve aujourd'hui avec la majorité des foyers, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France, qui sont sur des crédits à taux fixe, qui sont en France à 1,5, 2% et aux États-Unis autour des 4%, donc en dessous des tarifs actuels. Donc on pousse, on n'est pas obligé aujourd'hui de se refinancer, l'économie va toujours bien, etc. Donc on est sur des taux qui sont quand même bas, donc on est dans un côté sain. Et la majorité, aux États-Unis, un tiers, et en France, je crois que c'est presque la moitié des gens, sont propriétaires de leur maison pleinement, c'est-à-dire que le crédit est payé. Et ça vous donne un socle également sur le prix, c'est-à-dire que même si on a une récession, même si on a une crise, ben, il y a beaucoup moins de gens qui sont dans l'obligation de vendre. Et donc, de faire de la surpondération sur l'offre et éventuellement de faire craquer les prix. Donc, les prix de l'immobilier peuvent baisser, mais se cracher, pas réellement. Mais on va approfondir. Ici, vous avez la carte sur les différents États des États-Unis de quel est le taux moyen du crédit qui a été pris, donc des taux de crédit long terme. Évidemment, c'est plus important aux États-Unis qu'en France, mais là aussi, il faut bien se dire que la majorité des crédits aux US aujourd'hui, c'est du taux fixe. Donc aujourd'hui, c'est là aussi quand on vous dit que la hausse des taux va casser l'économie, va casser le marché immobilier. Oui, vous pouvez avoir en effet une normalisation, mais un crack, c'est difficile à penser parce qu'aujourd'hui, la majorité des foyers ont des taux de crédit qui sont inférieurs au taux de crédit que l'on aurait aujourd'hui et au taux d'intérêt. Donc c'est-à-dire que si j'ai du cash aujourd'hui, ça me rapporte plus que le crédit que je dois payer à côté. Donc j'ai du cash qui est placé à la banque, qui va me rapporter du 5%, 5,5%, et je dois payer 3,5 ou 4% pour le crédit de ma maison. Donc vous voyez, ça apporte également du côté sain au niveau des foyers, au niveau de la solidité. La démographie. Donc évidemment, le point considérable pour l'immobilier, c'est la démographie, et quand vous regardez, c'est l'immigration aussi. Donc on a beaucoup de pays où on a une démographie qui est très forte, et, mis à part la Corée du Sud, si on prend le Canada et l'US, c'est aussi l'immigration qui joue un énorme rôle. En France aussi, on peut pousser le truc, mais vous voyez que on voit bien que le baby boom apporte justement un surplus de démographie qui fait que il y a une demande qui est plus forte pour se loger.
Pour prendre de la perspective par rapport à ce boom, regardez, la hausse, on va dire, linéaire de la population. Puis, ben, on découvre beaucoup de choses. Aujourd'hui, les gens disent toujours que c'était mieux avant, et cetera. Mais le 20e siècle, c'est quand même le moment où vous avez donc le baby boom, mais également on a le moins d'enfants qui meurent en bas âge. Vous avez donc de la santé, des progrès techniques. Tout ça, ça permet d'avoir une exponentialité de la hausse de la population mondiale. Donc, faut pas le négliger. Et tout ça, il faut le loger. Et on va voir, il y a d'autres points qui sont importants. Alors évidemment, vous allez me dire, oui, mais ça, c'est avant. Maintenant, le cycle d'après, c'est que ben, on fait de moins en moins d'enfants par femme, c'est vrai. Et même dans les pays émergents, que ce soit en Afrique, que ce soit en Inde, que ce soit dans tous les pays émergents également. Et donc, on voit, la population mondiale va de moins en moins croître. Mais elle va continuer de croître. Alors évidemment, dans les pays occidentaux, on a une population qui est d'ores et déjà vieillissante et on va arriver plus vite à une perte de population, comme on le voit au Japon. Mais dans des pays comme les États-Unis, etc., où il y a de l'immigration, et dans d'autres pays émergents qui sont très jeunes, avec une population très jeune encore, ben, eux, ils vont continuer d'avoir une population croissante. Mais petit à petit, en effet, dès qu'on va passer, on va dire, les années 2050, on va commencer à avoir une décroissance de la population. Et cela, même en Inde. Regardez en Inde, dans les différents départements également, on fait de moins en moins d'enfants. Évidemment, le lien entre l'immobilier et la démographie, il est évident. Vous le voyez bien au niveau de la hausse de la population vis-à-vis de la hausse des prix immobiliers, il y a un lien qui est évident. Mais comme je vous l'ai dit pour l'histoire du crash de l'avion, il faut qu'il y ait également tous les autres éléments qui soient en adéquation pour également avoir le boost que l'on a eu. Donc il ne faut pas négliger également l'urbanisation. L'urbanisation, il ne faut pas négliger que ça aussi c'est un phénomène qui est nouveau, c'est l'exode rural. C'est le fait qu'il a fallu travailler. Après la Seconde Guerre mondiale, on ne doit pas négliger également que les femmes se sont mises de plus en plus à travailler, ce qui a poussé quelque part l'âge auquel elles avaient le premier enfant à plus tard, et qui pousse également le fait à avoir moins d'enfants, puisqu'on fait carrière, etc., et on a moins de temps éventuellement pour avoir plus d'enfants. Donc on réduit également la taille des foyers. Mais globalement, regardez un petit peu l'exode rural énorme. Donc les grandes villes deviennent de plus en plus grandes, le travail est là et tout le monde va aller dans ces grandes villes. Et donc on se retrouve avec des villes où il faut des infrastructures. Il faut investir dans les infrastructures, il faut des transports et évidemment, il faut des logements. Et on est en déficit de logements. Et donc les prix augmentent parce que on met du temps à construire les logements. Et le politique a également son mot à dire là-dedans, puisque dans certains pays et dans certaines villes, on organise un petit peu la pénurie aussi. Donc regardez un petit peu l'urbanisation, c'est également un phénomène nouveau qui a commencé à partir du début du XXe siècle, mais qui est parti en exponentiel après la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est quelque chose, c'est un phénomène qui a été très poussé, vous le voyez, dans les pays occidentaux, mais les pays, regardez, les pays émergents sont en train de le pousser également. Donc on est bien, si vous voulez, dans un monde, si vous voulez, qui a plusieurs vitesses, mais qui globalement suit les mêmes phénomènes sociétaux. Donc ça aussi, il faut bien le comprendre, on a des changements sociétaux à partir des années 50 qui sont importants et qui favorisent également l'expansion de l'immobilier et donc de ses prix. Je regarde la densité des villes également, c'est aussi un lien avec cela. Pourquoi? Parce que ce qu'il faut bien vous dire, c'est que si vous allez au Japon, si vous allez en Corée du Sud, vous allez trouver, dans notamment les pays émergents, énormément de buildings à plus de 50 étages, des buildings résidentiels. Mais si vous allez en Europe, si vous allez aux États-Unis, ce que vous trouvez en fait essentiellement, c'est des buildings à quoi? 4, 5, 6 étages, rarement plus. Et donc ce sont des villes qui sont très étendues en largeur. Donc vous avez besoin d'un métro, vous avez besoin de la bagnole, vous avez besoin du train, du transport, du RER, de tout ce que vous voulez, pour permettre aux gens qui vivent à 30 minutes, 1 heure de la ville, parce que c'est moins cher en périphérie, et puis tout le monde veut également une maison individuelle, de pouvoir quand même se rendre au travail. Donc quelque part, si vous voulez, on a limité l'offre de biens et on n'a pas pu construire en hauteur,
Ce qui fait que forcément les personnes qui voulaient vivre, il y a eu de plus en plus de gens de par la démographie et qui pouvaient et qui voulaient vivre proche du centre-ville, et il y avait moins d'offres, donc on a fait exploser les prix de ce centre-ville-là parce que justement on ne pouvait pas construire. Et ensuite, pour les autres personnes qui arrivaient en ville avec des revenus plus modestes, etc., on les a parqués, on va dire, en périphérie. Et il y a également un autre phénomène sociétal, c'est donc la maison individuelle. Là, on va pousser également. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, vous le voyez, on a de moins en moins de personnes par foyer. Ça, c'est lié à la natalité, etc. Et ce qu'il faut bien voir, donc, c'est la taille des familles se réduit. Et pour autant, les maisons, on a une volonté d'avoir plus de maisons individuelles, on a une volonté également d'avoir plus de mètres carrés. Et ça, vous voyez, depuis les années 50, c'est également un phénomène sociétal. C'est de plus en plus, on veut des grandes maisons avec un jardin, etc. Et donc, on est obligé de sortir des villes ou de payer un gros premium pour les quelques rares offres qu'il peut y avoir au centre-ville, ce qui fait drastiquement, évidemment, exploser les prix. Vous le voyez ici, pour autant, ce qu'il faut se dire maintenant, c'est qu'en gros, depuis les années 50, vous voyez, on a eu plusieurs éléments de tendance qui ont permis l'essor également de ces prix. Mais ces grandes tendances, elles commencent à arriver à des tops. Regardez ici, la volonté aujourd'hui d'avoir des maisons de plus en plus grandes, eh ben, c'est en baisse. Attention, on veut toujours des maisons plus grandes, c'est toujours en progression de 1%. C'est-à-dire que chaque année, globalement, on cherche à avoir une maison un petit peu plus grande. Mais c'est en baisse par rapport aux 3,5-4% qu'on voulait dans les années 50-60. Donc c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une limite, si vous voulez. À un moment donné, je ne sais pas quelle est la moyenne, mais peut-être que c'est 150 mètres carrés, et qu'on va se dire, pour la taille de famille, comme en plus on fait de moins en moins de gosses, jusqu'à aujourd'hui, je veux dire, moi à l'époque de mes grands-parents, ils vivaient à 7 ou 8 dans un appartement de 30 mètres carrés. Il y avait les toilettes qui étaient communs à l'immeuble. L'immeuble, il faisait 5 ou 6 étages, au centre-ville. Euh, voilà, donc on vivait comme ça. Et aujourd'hui, chaque enfant doit avoir sa chambre individuelle. C'est dans l'idée. Donc on doit avoir une maison, on doit, dès qu'on a 2 ou 3 gosses, on doit avoir plus de 150 mètres carrés, etc. On va chercher à les avoir. Et si on ne peut pas le payer, ben on va essayer d'aller plus loin dans la périphérie de la ville. Mais ça pousse un autre truc, ça pousse le besoin d'avoir des transports. Et là aussi, à partir des années 50, on a une progression technique qui permet également de plus facilement mettre des ascenseurs. Donc, on a les derniers étages qui commencent à être recotés, alors qu'avant, c'était difficile d'accès, on ne pouvait pas avoir de l'eau, on ne pouvait pas chauffer, etc. Donc, c'était essentiellement les pauvres qui étaient dans les derniers étages, alors qu'aujourd'hui, ce sont les riches, grâce à l'invention de l'ascenseur et au fait qu'on a pu le répandre beaucoup plus facilement par la réduction des coûts. Donc ça aussi, il faut le prendre en considération. Donc on a des évolutions technologiques, le fait que la voiture également devient abordable et tout le monde peut derrière se payer une voiture et donc peut se permettre de vivre en périphérie de la ville tout en allant donc au travail. Donc c'est ce qui a permis également d'élargir ces villes et de permettre d'absorber l'exode rural également, les métros, les bus, les transports, les infrastructures, tout ce qu'on a pu construire en termes de routes, etc. Tout ça, si vous voulez, si ça n'avait pas existé, ça aurait été des points bloquants à l'exode rural, ça aurait été des points bloquants également à la capacité d'élargir les villes. Et puis le point principal auquel on ne pense pas, surtout vrai en Europe, les politiques. Les politiques ont limité la construction de buildings de plus de, je sais pas, 5 ou 6 étages. Donc à partir de ce moment-là, vous étiez obligé d'élargir la ville. Et le centre-ville, quelque part, c'est une offre qui est limitée, vous avez une demande qui est de plus en plus importante, et donc vous fabriquez de vous-même également la hausse des prix sur ces biens-là. Ici, vous voyez donc le phénomène de la voiture. Regardez combien de voitures pour 1000 personnes. Vous avez aujourd'hui, suivant les pays, quasiment une voiture pour deux. Donc c'est ça aussi, et puis dans beaucoup de foyers, vous avez 2 voitures pour le foyer, ou même 3 voitures. Et regardez l'essor à partir des années 50. Donc là aussi, c'est un phénomène à prendre en considération, qui a permis également l'exode rural, qui a permis l'expansion de l'immobilier. C'était quelque chose qu'on ne pouvait pas voir avant. Mais là aussi, à un moment donné, si vous voulez, vous arrivez à la limite. Au bout d'un moment, quand vous avez 2 bagnoles dans le foyer, vous en avez une troisième peut-être pour l'enfant qui vient, mais vous n'avez pas besoin de beaucoup plus. Donc,
Un autre élément, donc, vous voyez un petit peu la capacité technologique également de construire des buildings de plus en plus hauts. Au début du siècle, même si on voulait construire des buildings de plus de 10 étages, on ne pouvait pas. Parce que soit techniquement c'était pas possible, ça s'effondrait, soit, ben, comme je vous l'ai dit, on avait du mal à faire venir l'eau, la pression, donc forcément, il a fallu l'invention de l'ascenseur pour aider à cela, et on parquait surtout donc les pauvres en haut des buildings. Donc, quelque part aussi, vous avez donc le biais du politique. Regardez Paris. Vous avez la tour Montparnasse, on a décrété que c'était moche, on a arrêté d'en construire, on a foutu tout le monde à la défense, et encore, c'est des buildings, ce sont des buildings, si vous voulez, de bureaux. C'est pas du résidentiel. Dans quelques grandes villes européennes, vous allez retrouver quelques gratte-ciel résidentiels, mais c'est rare, c'est pas commun. Alors dans des pays de l'Europe de l'Est, je suis bien placé pour le savoir, vous avez à l'époque communiste pas mal de buildings à 12, 14, 15 étages, qui sont un petit peu partout, mais c'était la même problématique. Il y avait des problématiques de construction, des problématiques pour faire monter l'eau, il n'y avait pas nécessairement d'ascenseur. Voilà, vous étiez dans ces problématiques-là. Et aujourd'hui, ces buildings-là, ben, forcément, ils sont beaucoup moins chers, mais ont permis également l'exode rural et un petit peu plus de densité dans les villes. Quand vous regardez Paris, ben, la densité quelque part, elle est forcément limitée, vous êtes obligé d'étendre en largeur. Quand vous regardez une ville des États-Unis ici également, vous sortez de la ville, vous voyez toutes ces maisons individuelles. Ça également, c'est un phénomène sociétal. Donc, ce qui est poussé également par le politique. Ça, en termes d'environnement, on n'arrête pas de nous taper sur le fait qu'il faut sauver la planète, etc. Mais ça, c'est quoi? Ça n'a aucune logique. Regardez ici quelques villes espagnoles, regardez la taille des buildings depuis les années 60 en baisse. C'est politique également. On veut rendre les villes jolies, on veut pousser sur le tourisme, on pousse les gros buildings qui aideraient à maintenir, si vous voulez, parce que quand vous construisez votre ville en hauteur, regardez le Japon, ben, vous êtes capable de parquer beaucoup de personnes, d'avoir une grosse densité par kilomètre carré. Donc forcément, également, vous aidez les prix immobiliers à rester résorbés. Regardez au Japon, je regardais un documentaire l'autre fois, donc vous avez les prix immobiliers à Tokyo, etc. Mais dès que vous allez à 30-40 km de Tokyo, à la périphérie, vous avez des baraques de 200 mètres carrés qui sont abandonnées, plus personne n'en veut, c'est à vendre pour 20 000 dollars. Donc il y a zéro demande, et regardez le prix explose. Mais vous êtes à 30 ou 40 bornes de Tokyo, je ne sais plus exactement. Mais c'est bien pour vous faire voir un petit peu la différence entre une ville qui politiquement va décréter que je construis des buildings de 50 mètres, de 50 étages, pardon, pour faire du résidentiel, ou non, je ne le fais pas du tout, je me limite à 4 ou 5 étages, et je pousse tout le reste à la périphérie. C'est différentes situations et regardez la différence des prix immobiliers sur les 20-30 dernières années. Ça aussi, c'est important. Donc après, voilà, il y a beaucoup d'hypocrisie dans tout ça, hypocrisie politique, le fait que on pousse tout le monde évidemment dans l'immobilier parce qu'aujourd'hui, dans certains pays, c'est 30% du PIB. Donc il faut bien vous dire que si vous commencez politiquement à casser du sucre, à permettre de construire des buildings résidentiels en plein centre-ville, parce que quand vous détruisez quelques vieux immeubles, si vous permettez de construire des immeubles résidentiels à 50 étages, eh ben, ça va vous permettre de limiter la hausse des prix immobiliers. Mais quand vous avez votre économie qui dépend autant de ça, quand vous avez vos électeurs qui dépendent autant que ça, évidemment, le politique, si vous voulez, ne va pas se tirer une balle dans le pied. Donc on se bloque nous-mêmes quelque part. Parce que d'un certain côté, on dit il faut que l'immobilier soit plus abordable, et d'un autre côté, on est bien coincé parce que nous-mêmes, politiquement, et par des phénomènes sociétaux, technologiques et démographiques, on s'est empêché de pouvoir réellement le faire. Mais une seule décision politique, de faire des villes en hauteur plutôt qu'en largeur, pourrait déjà beaucoup aider. Quel est le politique qui décidera ça? C'est ça la vraie question. Donc ce sont pour moi les graphiques que je voulais vous montrer ici pour porter à la réflexion. Parce qu'aujourd'hui, clairement, dire ben, comme la population mondiale va baisser, les prix vont forcément baisser, c'est réducteur si vous voulez. Il n'y a pas que cet élément-là qui est important. Vous l'avez vu, il y a énormément de liens. Il faut bien comprendre donc pourquoi différents éléments mis ensemble, combinés, ont permis cet essor de l'immobilier, mais qu'en soit
on arrive aux fins de ces tendances-là et que donc, quelque part, heu, il y a encore, si vous voulez, des grosses questions sur l'immigration. Quelle est la politique d'immigration qu'un pays peut décider et qui donc peut lui permettre d'apporter une démographie? Et surtout la politique de: est-ce que je continue à bloquer un petit peu, ma construction, du neuf? Et est-ce que je fais mes villes en horizontal ou en vertical? Et ça, pour moi, c'est, si vous voulez, ce sont les décisions qui peuvent être prises, qui peuvent avoir le plus gros impact sur les prix immobiliers. C'est clairement ça. Sinon, vous résorbez le prix au fur et à mesure de par le vieillissement de votre population. Mais comme je vous l'ai dit, le crack, c'est difficile. Alors vous avez une normalisation, évidemment, au prorata de la hausse que nous avons connue également post-Covid, où il y a eu une espèce de FOMO. Donc il faut éviter également de voir dans la baisse actuelle un crack global. On a un retour à la moyenne, un retour à la normale. Ok, ce qui était anormal, c'est ce qu'on a vécu ces 4 dernières années. Donc là, on est en retour à la normale, mais je ne parlerai pas de crack encore aujourd'hui. Et comme je vous l'ai dit, donc, en début de vidéo, chacun verra midi à sa porte, si vous voulez. Pour la sécurisation du patrimoine, je pense que l'immobilier reste un point de diversification important. Pour mettre un toit au-dessus de sa tête, pour ensuite pouvoir prendre plus de risques et investir aussi. Mais d'autres personnes préféreront tout de suite investir, utiliser le levier de la dette parce qu'il n'y a pas d'autre choix aujourd'hui que celui-là, que de l'utiliser pour l'immobilier, et donc continuer d'essayer d'aller chercher des plus petites villes, etc. Et d'avoir les phénomènes dont on a parlé commencent à se dérouler dans d'autres pays, des pays plus émergents. C'est toujours des phénomènes qui sont en cours aujourd'hui si on sort un petit peu des pays occidentaux, comme on a pu le voir, ou dans différentes petites villes. Il y a, comme je vous l'ai dit, un marché immobilier dans le marché immobilier. Donc, c'est-à-dire, on peut très bien se sortir la tête du guidon de Paris et trouver finalement les mêmes phénomènes qui sont à l'œuvre dans des plus petites villes dont plus personne ne voulait aujourd'hui, mais qui redeviennent à la mode pour des raisons politiques, pour des raisons de gains de transport, de nouvelles lignes de chemin ferré, et ce genre de choses-là. Voilà, c'est ça, c'est dans cette réflexion-là qu'il faut continuer d'être dans l'investissement immobilier, si vous voulez, mais pas dans la réflexion de dire que ce qui s'est passé ces 40 dernières années, ça va continuer d'être comme ça et de copier. Non, il va y avoir un marché dans le marché. Et c'est la même chose en bourse. Donc je vous laisse me dire ce que vous en pensez, à quoi tous ces graphiques-là vous font penser, vous, comment vous voyez l'avenir de l'immobilier, etc. Et comment vous voyez, vous, l'avenir de vos investissements dans les années à venir. Parce qu'également, un point dont je n'ai pas parlé, c'est tous les héritages. Dans les 10-15 années à venir, beaucoup de personnes vont recevoir des biens immobiliers de la part de leurs parents. Est-ce qu'ils vont les vendre? Est-ce qu'ils vont vendre leurs biens en périphérie pour vivre dans le bien au centre-ville? Euh, euh, Est-ce qu'ils vont vendre le bien pour investir dans l'immobilier, mais dans d'autres petites villes, ou à la plage, dans des stations balnéaires pour une maison secondaire, ou dans un autre pays, ou investir en bourse? Parce que voilà, à un moment donné, la question de la rentabilité se pose. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on se dit que peut-être que toutes les grandes tendances font que peut-être que les prix vont pas se cracher, mais en tout cas, ils vont pas monter. Ils vont avoir beaucoup plus de mal à monter, si ce n'est pour les biens d'exception et voilà, les trucs où il y a toujours une demande, si vous voulez. Mais, mais globalement, c'est se dire, est-ce qu'il vaut mieux pas, plutôt que de m'embêter à faire de l'immobilier, que j'aille chercher de l'obligataire ou des actions ou des dividendes? Certes, certains diront qu'il y a du risque, mais dans l'immobilier aussi, il y a du risque. C'est juste qu'on a oublié ces 40 dernières années. Mais on va revenir, je pense, dans une tendance où on va se rendre compte qu'il y a du risque. Mais potentiellement, vous pouvez trouver aujourd'hui du 4-5% sans risque, parce que c'est de l'OAT, ok? C'est de la dette d'État, etc. Alors il y a toujours un petit peu une part de risque, hein, bien sûr, mais c'est de vous dire, voilà, vous n'avez pas de locataire à gérer, etc. Et aujourd'hui, vous pouvez trouver ce type de rentabilité. Et vous dépensez beaucoup moins de temps à le gérer. Donc quelque part aussi, ne pas oublier que les actifs et les investissements entre eux sont en compétition. La bourse, les livrets, les obligations, tout ça, ça rentre en compétition de par le rendement que ça vous offre. Mais comme je vous l'ai dit, dans une particularité de la France, c'est qu'aujourd'hui, si vous voulez maximiser votre patrimoine, vous devez prendre l'effet de levier du crédit. Et aujourd'hui, c'est essentiellement dans l'immobilier que les banques vont accepter de vous suivre, pas dans le reste.
Alors peut-être que ça changera à l'avenir. Mais du coup, voilà, tous ces héritages-là, il y a nul doute qu'évidemment, on va les taxer encore plus, mais il restera quand même une sacrée manne. Et savoir où cette manne va s'investir, ça peut être pas mal aussi, parce que bah, c'est ça qu'il faudra suivre, c'est là où il faudra être. Je vous laisse me dire ce que vous en pensez de tout ça en commentaire, si ça vous a plu, et je vous souhaite donc une bonne semaine, et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!